Nous accueillons maintenant Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Anne-Laure et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes économiste et président du cabinet AC Défi. Donc ma première question, quelle est votre analyse des récentes corrections sur les marchés actions? J'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'ai souvent dit, on a parfois voulu, lorsque j'annonçais il y a quelques mois qu'on allait avoir une forte baisse et que la hausse des marchés n'avait pas de sens, c'était une bulle finalement. Et on me disait, mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là aujourd'hui, on a simplement une juste correction qui, malheureusement, je dois le dire, n'est pas terminée. Puisque même aujourd'hui, un Dow Jones à 23 000 points, c'est encore cher. Le niveau d'équipe, c'est plutôt 20 000 points, voire même un peu moins. Ah oui, c'est pas terminé. Et oui, c'est pas terminé. Alors évidemment, il y aura des phases de rebond parce que quand même, on a un marché, là on va rentrer dans ce qu'on appelle un marché de trading. Ça veut dire, globalement, on va faire beaucoup d'allers-retours. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'indice VIX, c'est-à-dire l'indice de volatilité, a flambé. Donc ça montre bien qu'on va avoir des marchés très chahutés. Alors, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on a été un petit peu trop loin dans la bulle. Et on avait finalement trois grosses bulles. Alors la bulle boursière, bien sûr, la bulle obligataire, donc les taux longs qui étaient beaucoup trop bas. Et vous l'avez dit, ils commencent aujourd'hui à remonter. Certes, parce qu'on a des craintes d'inflation, mais surtout parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a une dette publique qui est énorme. C'est vrai que la dette publique, on l'a complètement oubliée depuis quelques années, mais aujourd'hui, avoir des taux d'intérêt, même sur le 10 ans français à 1%, alors que la dette publique française est à 100% du PIB, ça n'a pas de sens. Donc là aussi, on doit avoir une correction. Et puis bon, troisième bulle, on va dire facile, entre guillemets, c'était le Bitcoin. Mario Draghi l'a dit hier, mais pourquoi il a attendu autant de temps pour le dire? C'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'on a vu cette flambée depuis quasiment un an sur le Bitcoin, qui est donc, comme son nom l'indique, une monnaie virtuelle, c'est-à-dire qui est dans rien, qui est dans le néant, en quelque sorte, et ça a évidemment flambé. Donc j'ai de la peine pour ceux qui ont cru, alors qu'on n'a pas essayé d'alerter, et malheureusement ils n'ont pas voulu écouter. Donc bien sûr aujourd'hui on a ces trois bulles qui se dégonflent en même temps. Pardon ? Vous pensez que c'est la mort du Bitcoin ? Non, je n'irai pas jusque-là. En fait, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la technologie du blockchain, c'est une chose qui va continuer. C'est cette technologie où finalement on arrive à crypter ceux qui détiennent la monnaie. Alors, ça peut être dangereux parce que finalement on ne sait pas d'où vient l'argent entre guillemets. Donc c'est vrai que le Bitcoin c'est devenu une plateforme de blanchiment d'argent. Donc là il faudra réglementer. Mais une fois qu'on aura réglementé, là ça redeviendra normal. Mais là aujourd'hui c'était complètement spéculatif. Il y avait juste un chiffre, c'est qu'à peu près 10%, voire même un peu moins des intervenants du Bitcoin détenaient 90% des Bitcoins. Donc on a tout compris. Un marché qui est détenu entre quelques mains, qui vont évidemment certainement s'enrichir. Peut-être c'est déjà fait d'ailleurs. Puis là aujourd'hui, évidemment, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on ne sait pas quelle est sa valeur. Donc ça peut évidemment descendre beaucoup plus bas. Par contre, d'un point de vue boursier, là, il y a quand même une réalité économique. Donc c'est vrai que la croissance économique au niveau mondial est autour des 3,5%, peut-être un peu moins en 2018. Donc ça veut dire qu'on aura des marchés qui vont baisser et qui ne vont pas complètement s'effondrer. Par contre, c'est vrai qu'on a la remontée des taux longs, des taux d'intérêt des obligations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça c'est plus dangereux parce que, c'est plus dangereux, tout est dangereux, tous ces éclatements de bulles sont dangereux, mais au niveau du marché obligataire, la hausse des taux longs, justement, va renchérir le coût de la dette, notamment de la dette publique. Et là aussi c'est pareil, on n'en parle pas, on voit que tout va bien, on dit ça y est, Macron est là, donc c'est le Messie, donc tout se passe bien. Pour une fois, un président français a au moins ce capital sympathie. Ah oui, non, mais il n'y a pas que lui qui l'a eu. Je veux dire, le problème, c'est simplement qu'on ne peut pas tout baser sa stratégie sur le marketing. C'est important le marketing, bien sûr, mais il faut que de temps en temps, il y ait du concret. Donc il y a un petit peu de concret, mais quand on voit le budget 2018, par exemple, on a continué à augmenter la dépense publique. Donc aujourd'hui même, vous voyez, avant que les taux remontent, on paye chaque année 50 milliards d'euros d'intérêt de la dette publique. Donc maintenant que les taux vont remonter, alors évidemment, ça va prendre un peu de temps, puisque là on paye les taux d'intérêt du passé, donc ça va aller, mais quand même, ça peut un petit peu casser cette dynamique, cette confiance, et puis surtout la croissance. Je vous rappelle que malgré un contexte très favorable, on a fait une croissance l'année dernière de 1,9%. Tout le monde dit c'est formidable, mais bon, 1,9%, quand on a fait 0 pendant 10 ans, ou on va dire 0,5 pendant 10 ans, évidemment, c'est pas grand-chose. Donc on a de quoi être un petit peu déçu, et puis surtout le chômage, qui reste très élevé. Donc voilà, donc je ne veux pas noircir le tableau de bon matin. Mais c'est vrai que, je vous coupe, mais aussi bien le discours de la Fed que le discours de la BCE sont quand même très encourageants et très optimistes sur la croissance. Donc c'est un petit peu contradictoire avec ce que mais disons vous dites là. Malheureusement, ça me rappelle 2008. C'est-à-dire que vous prenez les prévisions de 2008 ou les déclarations des banques centrales de 2008, tout allait très bien. Je ne dirais pas qui, mais certains économistes disaient ça y est, la crise est finie. Vous vous souvenez? On ne dira pas qui, mais bon. Globalement, et voilà. Et évidemment, ça a continué parce que, encore une fois, le problème, c'est qu'on doit avoir une reconnexion entre la réalité économique et la réalité financière. Donc les marchés vont trop loin, et même d'un point de vue économique. Alors là, l'euro baisse un peu, tant mieux, mais la remontée de l'euro, évidemment, va coûter cher à la croissance. On a les dernières enquêtes aujourd'hui dans la zone euro, même en France, le climat des affaires de l'INSEE, qui a un petit peu baissé.
Non, on parle pas. Non, parce qu'on est dans une sorte d'aveuglement collectif et on ne veut pas voir la réalité. Et moi je dis, voilà, de déni de réalité. Et moi je dis c'est dangereux. Moi je suis une nature optimiste, hein, comme vous le savez depuis des années que je fais ce métier, mais je suis avant tout réaliste. Donc des fois j'ai envie, évidemment, quand les indicateurs sont bons, bah, on dit c'est bon, tout va bien. C'est vrai que ça va bien. Hein, c'est pas la Bérésina, tant mieux. Voilà, c'est pas la Bérésina, donc tant mieux, il faut tout faire, mais c'est pas grave. Et donc. 1,25 $, pour vous, c'est très dangereux, par Bien sûr, 1,25 $. C'est quoi le seuil en gros, il faut être clair. Le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, c'est 1,15 $ pour 1 euro. Ah oui. Donc, mais ça, c'est une moyenne de la zone euro. C'est-à-dire que, par exemple, les Allemands peuvent supporter 1 euro à 1,35. Mais nous, les Français, à partir de 1,05 $ pour 1 euro, l'euro commence à devenir cher. Donc, imaginez à 1,25, il est évidemment très cher, trop cher. Hein, en gros, empiriquement, 10% de hausse de l'euro, ça enlève 0,5 points à la croissance. Donc évidemment, si on avait 4% de croissance, on dirait c'est pas grave. Le gap est comme énorme entre l'Allemagne et la France. Ah, ça c'est clair, oui, bien sûr. Ça c'est le problème des réformes structurelles qui n'ont toujours pas été faites en France. Alors il y en a un petit peu, effectivement, il faut être honnête, avec Macron, mais on est quand même très très loin de ce qu'ont pu faire les Allemands et surtout de ce qu'il faut que nous fassions pour moderniser notre économie. C'est pas la réforme pour la réforme, c'est moderniser notre économie. Donc quand on voit le budget 2018 et qu'on voit que la pression fiscale, qui je vous le rappelle, est la deuxième plus élevée de l'OCDE, hein, il y a le Danemark, après il y a nous, donc on est sur un sommet. Les dépenses publiques, on est numéro 1 évidemment de l'OCDE, numéro 6 sur 193 pays, effectivement il y a que des petites îles qui sont fait mieux que nous. Donc vous voyez qu'on a un problème et le budget 2018, non, on continue. On ne baisse pas la pression fiscale, on baisse d'un côté mais on augmente de l'autre, les dépenses publiques continuent d'augmenter. C'est pas très sérieux. Alors que c'est un peu dommage parce que là, vraiment, comme vous l'avez bien dit, on avait un capital sympathie, on avait. Il n'y a pas d'opposition, quoi. Et donc, on avait un boulevard. Et malheureusement, on a pris la petite rue à côté. Donc, c'est dommage. Et si les États-Unis décident, parce que finalement, on ne peut pas faire grand-chose contre cet euro fort, si les États-Unis. Continue parce que malgré les déclarations, les États-Unis se satisfont de ce. Bien sûr. Non, mais tout le problème, c'est la fameuse phrase de John Connolly en 71. Hein, le dollar, c'est notre devise et c'est votre problème. C'est les Américains qui nous disaient ça. Donc ça continue. C'est bien vrai. Voilà, et c'est malheureusement toujours la même chose. Donc oui, ça c'est un problème. Maintenant, on le voit aujourd'hui. Les États-Unis n'ont pas non plus intérêt à ce que le dollar s'effondre complètement parce qu'après ils ont un problème de crédibilité. Et Trump aussi, ayant un problème de crédibilité d'un point de vue économique, ça peut poser problème. Il a fait des très bonnes réformes, entre guillemets, notamment sur la fiscalité, mais on le voit, la dette publique est déjà très élevée, hein, 110% du PIB, elle va encore augmenter. Et donc, comme vous savez aux États-Unis, dès qu'on dépasse le plafond de la dette, il y a ce qu'on appelle le shutdown, ça veut dire on arrête de payer les fonctionnaires, etc. Donc tout s'arrête. Donc là, on l'a touché 2 jours, et puis là, c'est reparti, mais ça peut évidemment recoincer dans quelques mois. Parce que. C'est jamais vu, si. Si, sous Obama aussi, on avait eu quasiment 15 jours comme ça. 15 jours, mais 2 de suite. 2 de suite, non, ça c'est pour l'instant, ça s'est pas vu, mais bon, globalement, le problème c'est que la politique de Trump, encore une fois, d'un point de vue économique, c'est un pari qu'il fait, mais le pari ne marche que si la croissance revient à 3%. Donc là, on est à 2,5 à peu près, un peu moins. Donc si on ne revient pas à 3,5 très rapidement, la dette publique va évidemment encore flamber par rapport au PIB. Et là, il y aura de nouveau effectivement une sanction. Et je pense que c'est ça la vraie raison de la hausse des taux. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui, les taux remontent parce qu'il y a de l'inflation. En fait, l'inflation, elle est à 2, 2,5. C'est pas dramatique. Dans la zone euro, elle est à 1,5. Il n'y a pas de risque inflationniste. Par contre, si effectivement la dette publique continue d'augmenter, là, on va se dire, oulala, mais attention, pourquoi est-ce qu'on s'est endetté sur la dette publique? Donc ça, c'est le vrai danger. Hein, c'est que dans la plupart des pays aujourd'hui, regardez la Grèce, l'été dernier, ils ont dit la Grèce, tout va bien en Grèce, et on s'est endetté, la Grèce est revenue sur les marchés. Donc là, attention, c'est que malheureusement, on a une situation qui est encore très difficile, et s'il n'y a pas le soutien de la zone euro, rien n'est réglé. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on a mis des gros sparadraps un peu partout, mais en dessous, la plaie, elle est toujours béante. Donc si on enlève les sparadraps, là, on va de nouveau se faire peur, comme il y a quelques années. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que les banques centrales, elles ont mis de la morphine, la planche à billets, etc. Donc ça c'est bien, sauf que la morphine, ça calme la douleur, mais ça ne soigne pas la maladie. Donc on n'est pas soigné de notre maladie de la dette publique, elle est toujours là. Et donc le problème c'est que on s'est endormi, on n'a pas voulu le voir, et tôt ou tard on va se réveiller. C'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire, on est en train simplement de se réveiller, et donc bien sûr le réveil va être un petit peu douloureux, quoi. Mais bon. Il y a une accoutumance à la morphine, il faut faire attention. Exactement, donc c'est pourquoi aujourd'hui, et c'est un petit peu ce qui m'a beaucoup peiné, parce que l'année dernière, c'est que j'avais dit que ça allait baisser, l'année dernière ça n'a pas baissé, on me dit, ah voilà, t'as dit des bêtises. Pourquoi ça n'a pas baissé? Parce que justement on a continué la morphine, alors que
des fois, mieux vaut se faire mal quand ça va bien, entre guillemets, où on peut supporter, donc, que de se faire mal quand là tout va mal. Parce que si effectivement, aujourd'hui on a un nouveau krach boursier ou une nouvelle crise financière, il n'y a pas de marge de manœuvre pour relancer la machine. Donc ça sera effectivement un petit peu dangereux. Donc c'est dommage qu'on attende à chaque fois d'être devant le fait accompli pour réagir. J'ai juste une dernière question. Les chiffres du commerce extérieur américain sont publiés aujourd'hui. On a vu qu'il commençait à y avoir une petite escalade de mesures côté américain avec des mesures contre les panneaux solaires importés de Chine. Et alors côté chinois, hier, il y a eu des mesures effectivement qui ont été prises contre le sorgho. Vous pensez qu'on peut avoir une escalade comme ça? Oui, alors disons que ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur protectionnisme, c'est le taux de change. Oui. Quand le dollar baisse, c'est comme si on avait mis des droits de douane un peu partout, si vous voulez, parce que ça redonne de la compétitivité aux produits américains et ça réduit la compétitivité des produits étrangers. Donc maintenant, de notre côté, je pense que également la baisse d'impôts qu'a pratiqué Trump, ça ramène des entreprises effectivement aux États-Unis. Maintenant, il est clair que la guerre commerciale va s'intensifier, ça c'est sûr, mais le déficit commercial américain, il est structurel. Donc on ne va pas, d'un coup de baguette magique, le réduire, le faire disparaître. Et surtout qu'à court terme, quand le dollar se déprécie, ça a tendance même à augmenter un petit peu le déficit. C'est que sur le moyen terme que ça va le réduire. Mais les Américains ont ce déficit, on le sait pourquoi aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines à l'étranger, donc qui rapatrient ensuite leurs produits faits à l'étranger. Donc c'est un petit peu logique. Ce qui fait la force des États-Unis, c'est le dollar. Donc on a une demande mondiale de dollars, là effectivement il n'y a pas de danger. Le plus danger, ça sera quand on aura un vrai concurrent au dollar, par exemple le yuan, ça sera une crise dramatique. Mais bon, ça ne sera pas avant 10 ans, donc chaque crise en son temps. On va déjà finir celle-là, et puis on verra dans 10 ans où nous en serons. Merci beaucoup Marc Avec plaisir. Toiti, économiste et président du cabinet AC Défis, pour cette analyse. Merci.